Bon, mais bonjour à tout le monde, hein. Merci au Ségur de la Santé de nous avoir sollicités pour qu'on donne un peu notre avis sur quelques impensés au niveau de la santé que nous nous permettons de décliner à plusieurs échelles. Euh, Vous êtes aujourd'hui au centre, au centre des aveugles, hein, pour justement vous réunir. Et justement, il y a des choses que nous ne voyons pas. Nous sommes devenus un peu aveugles sur les divers fonctionnements du vivant à toutes les échelles. Et on peut se dire que la santé, ce n'est pas que les médicaments, les pharmacies, les médecins qui soignent. Voilà, c'est pas que du curatif. C'est évidemment la plus grosse partie de la santé, c'est du préventif, mais à toutes les échelles. Et lorsque l'on m'a sollicité pour que je parle de la non-résilience alimentaire des territoires liés à l'ordre public, la sécurité intérieure, sécurité civile et sécurité nationale, je me suis dit que ça serait vraiment dommage de ne parler que du territoire, car du territoire que l'on voit, que l'on sait cartographier, nous, à notre échelle humaine, mais qu'il serait peut-être utile de parler aussi d'autres territoires. Le territoire souterrain, le territoire du sol, mais également le territoire de ce que l'on a dans notre ventre. En fait, je parle souvent de microbiote territorial, mais il y a d'autres microbiotes que l'on ne connaît peut-être pas assez, mais qui en fait, quelque part, fonctionnent de la même manière. Chaque microbiote est un système, et pour moi, et pour évidemment d'autres personnes, le microbiote du sol, le microbiote intestinal et le microbiote territorial, ben, ce sont en fait trois systèmes que nous avons depuis peut-être une bonne soixantaine d'années, déséquilibrés, maltraités. Cela nous revient en pleine figure, et encore, quand on dit en pleine figure, c'est dans les cas où on voit ces retours de bâton. On ne les voit pas tous, et il y en aura d'autres. Et en fait, ces systèmes-là, on les a déséquilibrés, on les a trop simplifiés, et on les artificialise et on les perfuse pour les maintenir artificiellement en équilibre. Et des systèmes qui sont déséquilibrés génèrent généralement des pathologies. Et on peut dire qu'il y a des pathologies au niveau du système sol, microbiote du sol, des pathologies au niveau du système intestinal, du microbiote intestinal, mais également des pathologies au niveau du microbiote territorial. Mais des fois, on ne les voit pas. Et on va expliquer pourquoi on ne les voit pas. Mais d'abord, c'est faire une photo du comment ça marche. Et c'est aussi une question d'échelle. Et là, on va parler de trois échelles de microbiote. Le microbiote du sol avec Céline Basset, le microbiote intestinal avec Marie-Anne Derès, et le microbiote territorial avec moi. On terminera sûrement comme ça. Et voilà, donc on remercie le Ségur de la Santé de nous permettre de mettre le doigt sur ces questionnements-là qui sont, à notre avis, centraux. Et ben voilà, ben c'est pour ça qu'on va commencer par le début. Mm. Céline? Eh ben, bonjour tout le monde, merci beaucoup. Moi, je vais vous parler du microbiote du sol. Comme vous le savez, Claude et Lydia Bourguignon sont les précurseurs français qui ont déminé le terrain pour faire comprendre que le sol n'était pas une matière inerte, mais une matière vivante. Et il y a aussi tous les travaux, donc plus de 45 années de publications scientifiques, les travaux du docteur Hélène Ingham, qui sont très importants et pionniers sur la scène internationale en ce qui concerne la restauration de ce microbiote du sol. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un impensé temporel. Après l'impensé de la résilience alimentaire, eh bien, on va voir que le temps de régénération du microbiote du sol va prendre un aspect temporel qui n'est pas prévu par le monde de l'agriculture et qui n'est pas encore prévu non plus par nos institutions,
ou pas encore prévu, ou même parfois il est méconnu, ce temps. Donc cette impensée temporelle, il tient à la régénération du microbiote du sol. Le microbiote du sol, il se constitue principalement, pour faire très simple, de 5 groupes. Les bactéries, les champignons, les protozoaires, la nématofaune, mais aussi les microarthropodes. Ces 5 groupes sont répartis en 2 catégories. Il y a la catégorie des décomposeurs, les bactéries et les champignons, et il y a la catégorie des prédateurs, les protozoaires, les nématophones et les microarthropodes. Ces catégories et ces 5 groupes sont en interaction constante. Et ils sont responsables dans le sol de la relocalisation des cycles biogéochimiques, donc de tous les nutriments dont on parle. Ils sont aussi responsables de la restitution du cycle de l'eau. Et ils sont indirectement donc responsables de notre résilience alimentaire, mais aussi ils sont responsables de la baisse des coûts de production pour une exploitation agricole. Et oui, quand les micro-organismes font leur boulot, les micronutriments sont dès lors accessibles dans un sol. Dans ces cas-là, du point de vue de l'entreprise, ça permet à l'agriculteur ou aux paysans de pouvoir produire en régénérant et en remettant ce microbiote ce microbiote du sol. Je vais passer la parole d'ailleurs à Marie, qui va aussi nous expliquer le lien avec le microbiote du sol et le microbiote intestinal. Et on refera un tour de table. D'accord. Donc, bonjour à tous, merci de me recevoir. Donc, je vais vous parler des microbiotes. C'est quelque chose dont on entend tous les jours, le microbiote intestinal, il faut refaire son microbiote, mais on ne se pose jamais la question pourquoi il est là et comment il fonctionne. Donc, tout d'abord, le microbiote est une partie de la flore, on va dire, intestinale et de la flore qui se développe dans les diverses parties de notre corps. Et il se trouve que nous aussi, par exemple, on a plus que des bactéries. Donc, on a des protozoaires dans l'intestin, on a des virus de bactéries, on a aussi des champignons, on a aussi des levures. Donc, on a en fait un double, si on veut, équilibre. Un équilibre d'abord entre le microbiote bactérien et celui et les champignons, les levures, qui est déjà un microbiote qui doit être fonctionnel dans le sens où ils vont être en compétition parfois sur certaines ressources. On a aussi nos protozoaires, on a aussi des virus qui vont réguler les bactéries. Et tout ce monde-là commence à être connu petit à petit, mais on ne le voit pas comme un ensemble. On le voit comme quelque chose à remédier, donc comme si on devait avoir des médicaments pour refaire notre microbiote ou des intrants externes pour retrouver notre équilibre. Et donc, ce qui est intéressant de se poser d'abord comme question, c'est pourquoi on a un microbiote au fond? À quoi ça sert? Parce qu'à la limite, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir ça? Ça n'a aucun sens. Pourquoi l'être humain ne se balade pas sans microbiote? Parce qu'il a plus de microbiote que de cellules humaines. En fait, on a 10 fois plus de cellules bactériennes dans le microbiote que de cellules humaines dans le corps. Donc, ça veut dire que c'est essentiel, si on l'a encore. Et donc, c'est une question d'économie. Ça va beaucoup plaire à Stéphane. En fait, le microbiote permet d'extraire l'énergie qui serait gaspillée. Donc, en mangeant des fibres, nous ne sommes pas capables de les digérer. Et donc, ce microbiote que nous avons accueilli un jour dans notre corps est capable de le faire. Donc, ça nous donne une économie de 20 à 30% d'énergie qu'on retire, en fait, qu'on va récupérer dans les fibres non digestibles. Donc, c'est comme ça qu'on a créé cette espèce d'équilibre entre nous et le microbiote. Et en fait, on va dire, nous, on donne cette possibilité au microbiote de vivre qui va nous restituer une partie de l'énergie. Et aussi, en échange, va nous restituer des choses encore plus importantes, des acides gras courte chaîne, des vitamines, et il va créer une protection, en fait, pour le corps humain. Parce que quelque part, le tube digestif est un milieu externe. On peut s'imaginer comme des vers, en fait. On a la peau à l'extérieur, qui a un microbiote aussi, et sur lequel on va trouver des microarthropodes. On a des petits acariens sur la peau. On a un tube intestinal interne qui, lui, est un milieu extérieur aussi, avec une entrée la bouche et une sortie l'anus. Et ce milieu, donc, il va avoir sa flore, donc la flore digestive. Et c'est notre flore digestive et notre microbiote intestinal, il est en équilibre et à ce moment-là, il nous protège de bactéries nocives par un phénomène de compétition en réalité, qui fait que les bactéries nocives auront du mal à s'installer dans un microbiote sain. Et donc, finalement, c'est vital que le microbiote soit bon et fonctionnel pour notre organisme et pour notre santé. Le problème, c'est que l'alimentation moderne, elle a modifié énormément ce qu'on mange habituellement et donc ce microbiote, il est affamé. Puisqu'on ne lui donne pas des fibres. On est passé d'une alimentation qui est une alimentation très riche en fibres brutes non digestibles à une alimentation quasi sans fibres. Du coup, on va donner au microbiote des fragments cellulaires, non pas des cellules, on va dire, végétales entières.
Donc, on va donner des protéines de soja, des protéines de pois, de l'amidon, des choses comme ça. Donc, des aliments ultra transformés, ce qui fait qu'il va se modifier. Et l'équilibre entre les diverses souches bactériennes va changer. Donc, on a une grande différence entre ce qu'on va trouver comme microbiote chez une personne qui vit dans certains pays où on a, souvent en Afrique, on a gardé encore plus des fibres dans l'alimentation, et ce qu'on va trouver chez l'occidental moyen qui fait sa Western diet. Il y a ça. Ensuite, on va aussi déséquilibrer par rapport aux champignons, parce que les champignons, dès qu'on leur donne beaucoup de sucre, ils vont avoir une croissance qui va être plus élevée, et comme notre microbiote bactérien est affaibli, on va avoir des déséquilibres, on va dire, en faveur de la candida. On va perdre ce qui est capable de digérer les fibres, et donc on va avoir de l'intestin irritable qui se met en place. Donc en fait, on perd le microbiote et on est en train de mettre et d'arriver à des maladies chroniques. Et ce qu'on va faire, on cherche une solution pour y remédier, sans jamais regarder les causes. Donc on va chercher le probiotique qui devrait en fait reconstituer les microbiotes. Le problème, c'est que le probiotique qu'on va donner ne va jamais s'installer de manière définitive dans le microbiote parce qu'il n'en est pas capable. Donc on fait un plâtrage. Et voilà. Un peu comme certains intrants en agriculture pour équilibrer artificiellement un fonctionnement dégradé. Et alors, est-ce que toutes les deux, vous verriez certaines analogies entre le microbiote du sol et le microbiote intestinal, dans le sens où des microbiotes déséquilibrés par des pratiques mauvaises génèrent des pathologies? Pathologie du sol, pathologie du microbiote intestinal. Alors, selon certaines études scientifiques, effectivement, la qualité nutritionnelle des fruits, des légumes, de ce que nous mangeons, va dépendre du microbiote du sol. Déjà parce que, pour faire très simple, en général, c'est la plante qui choisit son groupe de micro-organismes. En quelque sorte, la plante devient un peu une dileuse de sucre pour pouvoir alimenter ces populations dont j'ai parlé précédemment et les maintenir au niveau racinaire. Donc, on a le groupe des mycorhizes, les champignons, les bactéries. Et leur job à eux, c'est de pouvoir donc rendre de manière biodisponible les nutriments qui se situent dans un sol. C'était à la base aussi de notre vin, c'est pour ça que les racines étaient pivotantes et qu'on avait besoin pour créer les crus des vins. Et donc, l'ensemble de ces nutriments qui sont donc libérés, ces nutriments grâce à ces micro-organismes endogènes, donc locaux, ils vont donc permettre d'avoir et de recouvrir les fruits et les légumes. Et nous, lorsqu'on les mange, il y a des études qui montrent que plus un fruit, plus un légume est recouvert de ce microbiote du sol, plus il va aider à la constitution du microbiote intestinal. Est-ce que tu pourrais confirmer ça, Marie? Alors oui, et surtout, on touche à quelque chose qu'on ne voit pas encore. Alors, je n'ai pas les études qui montrent ça, mais ce que je sais, c'est qu'en fait, actuellement, on lutte autant qu'on peut pour détruire ce microbiote qui se trouve sur les fruits et les légumes. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Non seulement on va cultiver, on va dire, ces plantes-là avec beaucoup d'intrants agricoles, d'accord, qui vont éviter que ces plantes tombent malades de diverses maladies fongiques ou bactériennes. Sauf que du coup, notre flore du sol va être atteinte aussi exactement de la même façon. Donc, on va atteindre avec des antibiotiques ou avec certains médicaments notre flore intestinale. Donc, on va arriver pour moi à des fruits et légumes qui vont être probablement très dépourvus en microbiote du sol et recouverts par des parties infimes mais très diversifiées d'intrants agricoles. C'est-à-dire, il y a de par leur manière de culture, mais aussi et surtout, je dirais, de par leurs produits qui, après la récolte. J'avais fait une conférence à un moment donné qui montrait que les produits après récolte pour conserver sont tels, par exemple au niveau antifongique, sur tous les produits, on va dire, alimentaires, que si on les mange avec la peau, on a des faibles intrants, certes, mais des intrants continus dans notre corps et qui vont d'un côté rendre nous amener des produits en fait stériles ou peu contaminés par la flore du sol. Et en plus, on va les manger, donc on va quelque part abîmer notre microbiote interne. Donc, le souci pour moi, c'est qu'on ne se contamine plus. En fait, on n'entretient plus notre microbiote intestinal de l'extérieur. Alors, il faut quoi? Des médicaments, alors, pour artificiellement équilibrer tout ça, non? Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de faire. Comment? C'est ce qu'on essaie de faire en donnant des probiotiques. C'est ce qu'on essaie de faire. Mais le problème, c'est que, tu vois, moi, j'ai remis à l'ordre du jour les fermentations lactiques. Et je sais que quand je veux les avoir de bonne qualité, il faut que je travaille plutôt avec du bio. Parce que si je mets en fermentation lactique des produits qui ne sont pas bio, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi d'avoir une vraie fermentation lactique. Ouais.
C'est Eh comme oui, les micro-organismes. En général, il y a toute cette mouvance où certaines personnes peuvent commander sur Internet des micro-organismes. Pourtant, il est très important de revenir au local. Il s'agit de ne pas mélanger l'origine des micro-organismes. Le mieux, c'est de cultiver les micro-organismes locaux, tout à donc fait. dans le système endogène pour le microbiote du sol. Sinon, ça peut créer de nouveaux procédés d'inhibition, de compétition, et c'est là qu'interviennent les problèmes interespèces, entre guillemets, et les problèmes endémiques avec des pathogènes. Alors, les Oui, pathologies du sol, pour toi, Pathologie du sol aujourd'hui. Pathologie du sol, la première cause, c'est la compaction. alors justement, Oui, liées à des déséquilibres du microbiote du sol. Voilà. tu peux reformuler la Oui, question? alors, oui, là, tu nous as expliqué que le microbiote du sol est déséquilibré suite à, bon, à de mauvaises pratiques intensives ou autres. Donc, du coup, ce microbiote du sol déséquilibré, il génère quoi comme pathologie? Ce qu'on pourrait appeler comme pathologie. Alors, pas mal d'études montrent que donc une des premières pathologies, c'est la compaction du sol. Donc, la compaction du sol, c'est elle qui va créer le terrain. Par exemple, un virus va s'exprimer en fonction du terrain. Et dans le sol, c'est la même chose. Si le terrain est anaérobie, c'est-à-dire donc sans oxygène, donc inférieur à 6 parts par million, on va avoir un problème d'environnement qui va créer et générer des micro-organismes pathogènes plutôt que des micro-organismes bénéfiques. Donc l'environnement oxygéné, il va créer tout un ensemble, ces familles de micro-organismes bénéfiques qui vont donc aménager les territoires de manière bénéfique locale. C'est donc l'ensemble des cycles biogéochimiques dont je parlais, la restitution du cycle de l'eau, la fertilité des sols. Et un environnement anaérobie, un sol compacté, va amener la compétition des cultures. Effectivement, si ma première plaque, ma première surface de compaction est à 15 cm, 30 cm ou 60 cm, cela veut dire que ma plante, les racines de ma plante ne vont pas aller en profondeur. Elles vont donc pousser en périphérie, elles vont donc pousser sur 15 cm, 30 cm ou 60 cm. C'est un problème. C'est là qu'on a le phénomène de la compétition. Donc, c'est la première pathologie, on va dire, du sol, parce que cela amène nécessairement l'utilisation des engrais, qu'ils soient organiques ou inorganiques. Des plantes en compétition, ce sont des plantes qui vont mal pousser. Deuxième problème, l'eau ne s'infiltre plus. C'est une deuxième pathologie. L'eau, c'est un cycle biogéochimique hyper important qui intervient dans le climat, mais je ne suis pas climatologue, donc je laisserai la parole aux experts. Mais en gros, si le cycle de l'eau est rompu, on a moins de précipitations à la fin de la chaîne, en gros. Et donc, lorsqu'on a des racines pénétrantes dans le sol qui peuvent descendre à des mètres de profondeur, on a donc des racines qui vont acheminer l'eau, infiltrer l'eau, renflouer les nappes phréatiques, qui les nappes phréatiques remplissent les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les mers, comme vous savez, l'évaporation, le cycle classique de l'eau, précipitation. Ça, c'est la deuxième pathologie. Et surtout, on va avoir la culture de pathogènes. En fait, le problème, c'est que les sols hydromorphes, les sols compactés, hydromorphes, c'est-à-dire des sols qui ne respirent, dont l'oxygène ne circule vraiment pas, on est en dessous de 4 ppm, vont avoir tendance à s'acidifier, mais cette acidification du pH provient d'une activité bactérienne pathogène. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, par exemple, en bactéries des coccis, on aura des spirillums. On n'a pas envie d'avoir ce pathogène. Au lieu d'avoir des champignons bénéfiques, tels que de la mycorhize, et donc au niveau microscopique, ils ont une certaine anatomie et une certaine fonctionnalité, on aura du fusarium ou du mildiou. Ensuite, l'autre aspect pathogénique, c'est que vu qu'on n'encourage pas la population aérobie, la population donc oxygénée, eh bien, elle va disparaître ou se mettre en dormance. Ce qui va laisser le champ libre pour le pathogène de s'exprimer. Un peu comme le Candida albicans, lorsque, j'imagine Marie, il y a un déséquilibre de la flore intestinale, eh bien, on a ce champignon dans une petite quantité. Donc, on a toujours un peu de mildiou dans le sol. Mais dès lors que le microbiote, on va dire, bénéfique disparaît, ça laisse la place aux pathogènes de pouvoir largement s'exprimer et de ne plus pouvoir être en compétition avec le micro-organisme bénéfique. Et l'érosion du sol, c'est aussi une pathologie pour toi? Ça fait partie de la pathologie du cycle de l'eau, c'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus ce microbiote bénéfique du sol, il y a cette érosion du sol et donc l'érosion de notre civilisation, puisque, en gros,
l'ensemble on va dire, des enzymes produits par l'activité bactérienne, mais pas que, des champignons aussi, va faire qu'il va y avoir la création de micro-agrégats grâce à l'activité bactérienne, puis après la création de macro-agrégats. Donc, les macro-agrégats, quand vous déracinez une plante, vous voyez souvent, quand il y a un sol structuré, ce sol est un peu, comme disait Claude Bourguignon, ressemble à du couscous. Ça veut dire qu'il y a présence de micro et de macro-agrégats. C'est ce qui crée la structure du sol. Donc, le sol, il se tient. Il ne va pas se dissoudre comme de l'aspégique dès lors qu'il va y avoir de l'eau. Donc, cela est problématique aujourd'hui, puisque nos sols, entre guillemets, pour faire très simple, fondent comme un aspégique dès qu'on met de l'eau. Donc, moi, dans mes échantillons, dès que je fais une dilution, ils fondent immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a de la pluie battante, on a donc le sol qui fout le camp et qui termine avec sa souplette chimique dans les rivières. Bon, est-ce que c'est de la débâcle intestinale, ça, Marie? Est-ce que ça te fait penser à ça? Le sol qui fout le camp, il part en débâcle. Est-ce que c'est pareil pour le microbiote intestinal? Alors, parfois, ça peut être directement le cas quand on va obtenir, quand on a un déséquilibré suffisamment, on va avoir des bactéries Clostridium difficile, par exemple, qui s'installent massivement. Et donc là, on peut quasiment perdre la personne. Et donc, on s'est rendu compte qu'une des manières de la soigner était de faire des greffes de fesses, carrément. Et donc, on va faire ces greffes-là pour reconstituer un microbiote parce qu'on n'y arrive pas autrement. Et ensuite, on va avoir des maladies, on va dire, qui vont apparaître. Et il y aura peut-être une analogie au niveau de l'intestin, parce qu'on a des cellules intestinales qui sont censées être jointes fortement, d'accord, des jonctions serrées. Et en fait, quand le microbiote se déséquilibre, on va avoir des cellules intestinales qui vont être de moins bonne qualité parce qu'elles se servent aussi de tous les nutriments que donne le microbiote pour vivre et se constituer. Donc, on va arriver à ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. C'est un peu comme le sol qui part en vrille, quoi. C'est l'intestin qui devient poreux. Donc, tout ce milieu extérieur qui devait rester extérieur et qui devait être absorbé seulement de manière régulée, d'accord, à travers des nutriments qui passent par des portes d'entrée qui sont régulées. Et en fait, ça va se disjoindre, on va avoir de l'espace et on va avoir des macromolécules qui vont passer dans le corps, qui ne devraient pas passer, et qui vont créer une inflammation de bas grade qui sera aussi le terrain propice des maladies chroniques. Et on va voir, en fait, parce que c'est un domaine qui est en recherche, on se rend compte actuellement que dans beaucoup de maladies chroniques, on a des microbiotes qui sont anormaux. Dans l'intestin irritable, par exemple, c'est le cas. Dans la maladie de Crohn, pour le diabète, c'est différent. On a vu aussi que c'est des microbiotes autres. Pour la partie, tout ce qu'on a stéatose hépatique, par exemple, on a des microbiotes particuliers. Donc, en fait, le microbiote qui était là comme une espèce de équilibre qui permettait à l'intestin d'être bien fonctionnel ne l'est pas. Et ça fragilise tout le corps. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a fragilisé tout le corps, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Il faut bien soigner les personnes. Et du coup, on va les soigner avec quoi? On va les soigner avec des médicaments. Il se trouve que les médicaments qu'on va donner pour soigner les personnes, certains vont intervenir sur le microbiote aussi quelque part et l'affaiblir et ou le modifier autrement. Et c'est des choses très simples. Je veux dire, on va avoir des médicaments pour le diabète, par exemple, qui peuvent faire ça et qui sont indispensables. Mais du coup, on va de nouveau modifier le microbiote et on ne va pas forcément sortir du problème. Donc, on va essayer de soigner la personne sans rééquilibrer son microbiote. Parce que rééquilibrer le microbiote est quelque chose de très long, en fait. Ça se fait sur un espace très long, alors qu'on cherche des médicaments qui vont agir rapidement. Et donc, quand tu parles, par exemple, de cette thérapie d'ensemencement du microbiote, pas avec un autre microbiote, eh bien, aujourd'hui, on pourrait faire le comparatif avec le sol. L'idée, c'est de pouvoir aussi réensemencer le sol avec un microbiote local, cultivé, pour pouvoir accélérer la guérison. Certains scientifiques parlent de ça. Est-ce que tu as une comparaison avec la résilience alimentaire par rapport au territoire? Moi, je vois beaucoup d'analogies avec l'agriculture. Les principes sont de manière troublante quelque part les mêmes. À une échelle autre, au niveau des territoires, quelque part, avant la découverte et l'exploitation des énergies faciles, des énergies fossiles, charbon, pétrole, tout ça, en fait, on était obligé de faire avec ce qu'on avait. Je n'idéalise pas un temps où la pénurie était la règle et où l'abondance était l'exception. Je n'idéalise pas, mais il y avait quand même des organisations collectives qui faisaient que nos territoires étaient multifonctionnels. Il y avait un peu de tout.
les territoires étaient de manière contrainte, mais obligatoirement diversifiés en termes de production, en termes de compétences, en termes d'outils de transformation, tout ça. Il y avait un peu de tout. Et en fait, ils étaient certes pas florissants, mais ils étaient quand même équilibrés. À partir du moment où on a découvert et exploité donc les énergies fossiles, le transport n'a quasiment plus rien coûté. Et à partir du moment où le transport ne coûte quasiment plus rien, eh bien, il y a la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo qui débarque et qui dit voilà, bon, mais maintenant que le transport ne coûte rien, les territoires vont pouvoir se focaliser sur les productions sur lesquelles ils se sentent les meilleurs et ils vont pouvoir abandonner les productions sur lesquelles ils se sentent les moins bons. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, nos territoires se sont hyper spécialisés. En gros, c'était un territoire égale une ou deux productions phares. Donc, c'est pour ça que l'on voit là, ben, là c'est que du blé, là, c'est que des fruits, là, c'est que de la vigne, tout ça. Et pour continuer à s'alimenter, les territoires se sont dit, bon, ben voilà, le transport ne coûte rien, et même ce qu'on a décidé de ne plus produire, on va quand même le faire venir par les transports. Et c'est là qu'on a quelque part transformé nos territoires en EHPAD à ciel ouvert. Dans le sens où, contrairement aux personnes qui rentrent en EHPAD où c'est jamais de gaieté de cœur, c'est toujours de manière subie, c'est-à-dire à des maladies, de la dégénérescence, des accidents, tout ça. Là, c'est dans la joie et dans la bonne humeur que nos territoires se sont volontairement spécialisés, donc désautonomisés, et se sont rendus donc vulnérables et dépendants de perfusion, c'est-à-dire les transports. Et aujourd'hui, on voit que les transports sont vulnérables. Ils peuvent être dégradés par, comme je l'avais imaginé en 2008, lorsque j'ai lancé le mouvement locavore en France, où j'avais fait le pari de ne me nourrir qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de mon assiette pendant un an. Et en fait, c'était pour alerter sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements et sur le fait que s'il y avait une pandémie grippale qui bloquait les chaînes d'approvisionnement, combien de temps on tiendrait sans se taper dessus avec le peu que l'on produit localement, le rien que l'on transforme, le rien que l'on stocke quasiment, avec le fait que nos infrastructures nourricières, c'est-à-dire nos agriculteurs, à force de ne plus leur acheter au bon prix ou alors à force de les avoir laissés trop se spécialiser sur une production, eh bien en fait on se retrouve avec des territoires avec de rares agriculteurs et ceux qui restent sont trop spécialisés. Donc là, comme les deux microbiotes, eh bien en fait il manque des populations spécifiques, avec le fait aussi qu'il n'y a pas de stock dans les collectivités locales, qu'il n'y a pas non plus de stock alimentaire stratégique d'État, et qu'entre-temps, nos populations se sont quelque part laissées aller et sont devenues intolérantes à la frustration. Donc on additionne tout ça, ça fait un combo qui fait que s'il y avait une rupture d'approvisionnement alimentaire, eh bien en fait on se taperait dessus. Donc mon expérience de 2008, c'était donc pendant un an manger local pour montrer le lien et l'articulation entre la non-résilience alimentaire des territoires et l'ordre public, la sécurité civile intérieure et nationale. Et en fait ça, pour moi, c'est une pathologie territoriale, parce qu'en fait, tout se passe bien du moment que les perfusions venant artificiellement équilibrer des territoires devenus trop spécialisés, eh bien, ça marche jusqu'au moment où la perfusion ne marche pas. Et là, la pathologie territoriale, elle arrive de suite. Ce sont des troubles à l'ordre public. Parce qu'en fait, on a commencé par courir après la nourriture. Quand on était chasseur-cueilleur, notre ventre allait prélever la nourriture. Donc, notre ventre allait à la nourriture. Ensuite, lorsque le climat s'est stabilisé et réchauffé, cette nourriture l'a fait pousser autour de notre ventre. Donc, c'est là qu'on a inventé l'agriculture au néolithique, moins 10 000, 12 000. Et ensuite, pour sécuriser justement ces récoltes, mettre en place des infrastructures de transformation, irrigation, tout ça, on s'est regroupé en communauté. Et on a inventé donc aussi l'aménagement du territoire. C'est là qu'on a transformé l'espace en territoire.
c'est là aussi qu'on a grandement inventé la politique. Donc, en fait, on sécurisait donc nos récoltes autour de notre ventre. Et maintenant, c'est cette nourriture qui vient à notre ventre, sans que l'on se questionne sur le comment, sur le jusqu'à quand, est-ce qu'il y a des risques, qui c'est qui transforme cette nourriture également. Et même maintenant, on en a même la flemme d'aller chercher cette nourriture dans les points de distribution, puisque maintenant, on se la fait livrer, elle est déjà transformée. Donc, en fait, cette question-là, qui était une responsabilité de nourrir les populations, était une responsabilité politique. Elle était collective, notamment, c'était ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des mers, les consuls au Moyen-Âge, qui était basée, cette légitimité politique, sur 4 sécurités. La sécurité par rapport aux agressions extérieures, il fallait ériger et entretenir les remparts. La sécurité sanitaire, il fallait lutter contre les épidémies, mettre en place l'assainissement collectif, tout ça. La sécurité intérieure, l'équivalent de l'ordre public au niveau local, qui, avant qu'on invente les États-nations, était uniquement assumé au niveau local. Et la quatrième, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande, police en tant que régulation. Et il y avait des stocks. Et il y avait un ménagement du territoire plutôt qu'un aménagement du territoire. Pourquoi aménagement du territoire? Parce que le foncier était nourricier, donc stratégique et directement relié à l'ordre public. Donc, pour éviter que les gens ne se révoltent par le ventre, les collectivités étaient obligées de faire quand même un minimum sur la question. Et ça se rajoutait à une conscience et une responsabilisation individuelle. Chacun produisait sa nourriture. Quand tu parles de foncier nourricier aujourd'hui, pour faire le parallèle avec les différentes spécialités qui sont représentées ici, le foncier nourricier aujourd'hui, il n'est plus de manière fonctionnelle. Il est perfusé aux intrants. Oui, en plus. Et le problème aussi qu'on a, c'est que malgré les volontés de faire de l'agriculture régénérative, on n'a pas, j'accompagne différents agriculteurs, on n'a pas assez de matière organique sur le territoire, vu qu'on a dépeuplé de matière organique notre territoire. Ben c'est ça. Non, mais c'est une bonne illustration. Parce qu'en fait, on voit que nos territoires maintenant n'ont que même pas 2% d'autonomie alimentaire. Donc, en fait, il la font venir, cette nourriture, pour 98% à travers les camions et de la grande distribution, une nourriture produite ailleurs. Donc, s'il arrivait, par exemple, une cyberattaque sur la chaîne logistique, comme je le précise dans mon livre enquête, Résilience alimentaire et sécurité nationale, en fait, il y aurait réellement des troubles à l'ordre public parce que nos infrastructures de sécurité seraient complètement débordées. Parce que, justement, on n'a pas travaillé la résilience alimentaire des territoires. La résilience alimentaire, en gros, c'est la souveraineté alimentaire plus la préparation des populations. Donc, en fait, c'est remettre davantage d'acteurs productifs et de transformation et de stockage sur des territoires, mais également former les acteurs qui mangent, les consommateurs, à se préparer également. C'est ça la résilience alimentaire. Et d'ailleurs, un des parallèles aussi qu'on pourrait faire, c'est que on s'est complètement déboussolé avec cette énergie halogène, qui est l'or noir, qui en fait n'est peut-être pas fait pour notre espèce, puisque notre espèce sapiens ne s'est jamais développée à partir de cette énergie. Jamais. Et que quelque part, cette énergie dense, et encore à bon marché, nous a fait contracter le temps et modifier l'espace, et oublier et modifier l'espace. On ne cartographie plus les richesses et les choses qui comptent ni dans nos territoires, ni peut-être sûrement dans le microbiote intestinal, ni jusqu'à présent aussi dans le microbiote du sol. Et que quelque part, ce bon sens et cette boussole qu'avaient intuitivement les gens par le passé, l'agriculteur intuitivement, c'était de respecter son sol pour avoir de la nourriture à produire également l'année d'après, donc l'agro-silvopastoralisme également. Et là, Marie pourra également en parler, la boussole alimentaire, c'est-à-dire qu'intuitivement, voilà, elle va l'expliquer. On sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon en termes de nourriture, mais également la boussole alimentaire territorialisée, c'est-à-dire que, bon,
sans forcément viser le 100% d'autonomie alimentaire qui n'est pas forcément souhaitable, au moins qu'on ait, comme quand Windows plante, un monde sans échec par territoire. Il n'y a pas tout, d'accord, c'est pas sexy, mais au moins l'essentiel fonctionne. Et avec ça, on peut recartographier les bonnes populations, on va dire, utiles comme les bonnes populations du microbiote du sol et intestinal. Là, les bonnes populations et les bonnes activités sur un territoire pour avoir quelque part une résilience alimentaire qui nous permette de ne pas nous effondrer ou de ne pas subir des pathologies sur notre territoire qui seraient des troubles à l'ordre public. Donc voilà, je pense que ces parallèles-là sont assez parlants. Ils font partie des solutions Ouais. résilientes. Stéphane, Oui. je pense justement ce que tu expliquais qu'en fait, si on se retrouve sans alimentation par rupture des chaînes de transport, le problème est même un peu plus grave que ça, parce que supposons que demain, tu n'arrives plus à fournir les produits très transformés, mais que tu arrives à fournir quand même des produits non transformés, en se débrouillant sur le territoire à une courte distance. Mais on va arriver à quelque chose qui est assez bizarre, mais les gens ne savent pas les utiliser. Exactement. Ils ne savent pas faire la cuisine. Ils ne savent pas prendre des patates, des courgettes, ou là, en hiver, encore pire, alors, quand il s'agit de faire des racines et faire quelque chose avec, enfin, un ragoût. Le plat de nos campagnes de tous les jours ou une garbure, les gens ne savent pas la faire. Non. Ils vont être bloqués devant ces produits bruts. Ils ne savent pas par où commencer. Et j'étais en train de me dire que s'il fallait mettre à l'école quelque chose, mais je mettrais des cours de cuisine. Et oui. Carrément des cours de cuisine pour qu'ils apprennent un certain nombre de plats ou de capacités à faire des choses dans les petites classes ou dans les fin de primaire ou début de collège, où l'enfant part avec, on va dire, une bibliothèque de transformation alimentaire, que même si sa famille ne lui a pas donné, il a quelque chose pour démarrer. Il ne se trouve pas, en fait, au mode du chat devant, on va dire, le marché en disant, mais je fais quoi avec ça? Hein? Une poule qui trouve un couteau. Mais c'est compliqué parce que même faire une soupe pour mes patients, c'est parfois compliqué. Faire un ragoût, ils ne savent pas le faire. Donc, et le problème n'est pas de dire je ne veux plus acheter de l'Uber, c'est OK, je prends pas de Uber Eats, mais je fais quoi après? Je fais comment? Il n'y a plus la base de données. Justement, Céline peut en parler également sur l'aspect réappropriation des savoirs et formation sur le microbiote du sol. Mais, par exemple, dans les différents pays par exemple, où j'ai pu opérer, les populations locales n'avaient pas en fait, fait la rupture avec la terre, la transformation et leur alimentation. Et donc, c'était par exemple au Vietnam, et ils s'amusaient énormément de voir des Occidentaux arriver et d'être complètement pâteaux et tomber malades parce que là, les microbiotes, ils s'entrechoquent, donc la fameuse Torista. Pathogène. Pathogène. Et en fait, pourquoi pas ne remettre aussi dans le tronc commun de l'enseignement la microbiologie du sol, car une personne qui vit sur un territoire et qui ne sait pas comment fonctionne le sol, pour eux, en tout cas, tous ces peuples qui n'ont jamais fait cette rupture, c'était aberrant. Et si on connaît le fonctionnement du sol et donc de notre territoire et donc de notre corps aussi, il y a augmentation de la résilience et diminution de l'insécurité et du pathogène, et donc de la pathologie. C'est la vraie santé unique, ça. Parce qu'il lui manque quand même un pilier, One Health. One Health, c'est très bien, mais tant que ce n'est pas décliné et illustré au niveau territorial, il manquera un pied. Tout à fait. Je suggère fortement, mais ouais, et faire justement ce fil et ce parallèle, c'est vachement intéressant. Alors, je ne sais pas ce que pourraient en penser les personnes qui vont découvrir la vidéo demain, là. Mais bon, je ne sais pas l'heure qu'il est, on a dû parler un moment. Et vous avez des choses encore à rajouter? Pour moi, ça ira. Je pense qu'on peut conclure pour ceux qui regarderont la vidéo. Pareil pour moi, je pense que c'est OK. Vas-y, tu peux conclure, Stéphane. Ah, mais bon, mais déjà, je suis ravi d'avoir eu deux spécialistes qui ont pu détailler le fonctionnement de leur microbiote de prédilection. Et en fait, on voit que ce sont des grands principes qui peuvent s'appliquer dans beaucoup de domaines, et notamment au niveau des territoires. Donc, en fait, lorsque l'on se spécialise trop, tôt ou tard, on se prend cette trop grande spécialisation dans la figure. Et en fait, on est allé trop loin dans justement la théorie des avantages comparatifs de Ricardo,
qui est que voilà, un territoire égale une ou deux productions phares, on se spécialise, on externalise tout. Et lorsque les perfusions connaissent un problème, que ce soit par indisponibilité ou irrégularité et tout ça, eh bien, en fait, on sait plus, on a oublié les savoirs, on a fait fondre des infrastructures qui jusque-là existaient. Et voilà, donc c'est le contraire de la résilience. Donc peut-être que, bon là c'est ma phrase à moi, d'accord, mais il faudrait peut-être rajouter une dose de cyrulnique dans le Ricardo. C'est-à-dire dans le sens où la résilience, une bonne partie de la résilience, c'est la diversité des acteurs, la complémentarité, les liens, et là on l'a vu, hein, vous l'avez bien expliqué, les liens qu'il y a entre les acteurs dans le sol, les liens qu'il y a entre les acteurs dans l'intestin, donc microbiote du sol, microbiote intestinal. Et bien là, au niveau des acteurs à mettre en lien au niveau des territoires, pour moi, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Le lien et la complémentarité et les synergies, c'est indispensable. Donc, on peut rêver, comme on l'a fait depuis 60 ans, et constater une grosse efficacité et une grosse augmentation des rendements lorsque on concentre une certaine énergie sur un ou deux sujets, acteurs. Mais en fait, en retour, on a une disparition d'autres acteurs indispensables. Et si ces perfusions qui spécialisent tout connaissent une contraction ou une dégradation, on se retrouve tout nu lorsque la bise fut venue. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, c'est reconstituer les systèmes, ne pas avoir peur de prendre le microscope et de quelque part, là, pour les deux microbiotes, hein, sol et intestinal, mais aussi ne pas avoir peur de regarder à nouveau nos territoires en face et de cartographier. On a oublié nos territoires depuis que on a connu et exploité ces énergies faciles. Et Yves Lacoste, géographe, disait que la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Parce que, voilà, il fallait cartographier tout ça. Mais là, j'ai envie de dire que lorsque l'on néglige la géographie et la cartographie, et notamment des sols et du système intestinal et des territoires sur lesquels on vit, eh bien, tôt ou tard, la géographie prend sa revanche. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Merci à vous. Hein. Et en espérant que nous vous aurons été utiles. Avec plaisir.